Salam alaikum. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne les listes simplement chaînées. Et nous allons passer maintenant à la fonction de suppression d'un élément d'une liste simplement chaînée. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, nous allons traiter deux cas de suppression d'un élément dans une file ou bien d'une liste simplement chaînée. Nous allons voir comment supprimer l'élément qui se trouve en tête de la liste et aussi comment supprimer l'élément qui se trouve à la fin de la liste. Nous allons commencer par le premier point qui est la suppression d'un élément ou bien de l'élément qui se trouve en tête de liste. Supprimer l'élément en tête de liste consiste à retourner l'adresse mémoire du premier élément de la nouvelle liste après la suppression de la tête. Alors regardez ici, nous avons une liste qui contient 4 éléments, 4, 7, 1 et 2. Donc si on souhaite supprimer l'élément qui se trouve en tête, donc on va libérer cet espace mémoire ou bien cet élément-là, et puis on va retourner l'élément qui se trouve en deuxième position, parce que l'élément qui se trouve en deuxième position de la liste deviendra la tête de la liste. Alors voilà les étapes qu'on va suivre pour supprimer l'élément qui se trouve en tête de liste. Alors le premier cas qu'on va tester, c'est si la liste est vide. Par exemple, on souhaite supprimer l'élément qui se trouve en tête d'une liste vide. Donc là, notre liste ne contient aucun élément, donc la fonction devrait retourner nulle. Deuxième cas, c'est si la liste n'est pas vide, c'est-à-dire elle contient au moins un élément. Dans ce cas-là, on va sauvegarder l'adresse du deuxième élément de la liste, ok, dans une variable par exemple à renvoyer, puis on va supprimer le premier élément en libérant la mémoire avec la fonction free, et finalement on va retourner la nouvelle liste, c'est-à-dire on va retourner l'adresse du deuxième élément de la liste. C'est l'élément qu'on a sauvegardé qui s'appelle à renvoyer. Là, vous avez une note à retenir, c'est il ne faut pas libérer le premier élément avant d'avoir sauvegardé l'adresse du deuxième élément de la liste. Donc si on revient sur le schéma, donc avant de libérer l'espace mémoire du premier élément de la liste, il faut d'abord sauvegarder l'adresse du deuxième élément. Par exemple, si vous libérez l'espace du premier élément, vous allez perdre toute votre liste parce que la liste est déterminée par l'adresse de son premier élément. Si vous libérez le premier élément, donc tous les autres éléments vont être perdus. Donc la raison pour laquelle vous devez d'abord sauvegarder l'adresse du deuxième élément de la liste et après vous allez libérer l'élément qui se trouve en première position de la liste. Donc nous allons voir ensemble la fonction de supprimer en tête de liste. Cette fonction demande en entrée le nom de la liste L, qui est de type pointeur sur un élément, c'est-à-dire elle contient l'adresse du premier élément de la liste. Et là, on va retourner la tête de la nouvelle liste. Voilà les traitements qu'on va faire. Alors, si la liste n'est pas vide, c'est-à-dire elle contient au moins un élément, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si L est différent de nul, dans ce cas-là, on va déclarer une variable à renvoyer de type pointeur sur un élément, le voilà, et puis il va contenir l'adresse du deuxième élément de la liste. Donc l'adresse du deuxième élément de la liste, c'est L suivant. Le premier élément de la liste, c'est L, le deuxième élément, c'est L suivant. Donc à renvoyer va contenir l'adresse du suivant de L, c'est-à-dire l'adresse de l'élément qui contient la valeur 7. Ensuite, donc après avoir sauvegardé l'adresse du deuxième élément, maintenant on peut libérer l'adresse du premier élément. Donc le premier élément, son adresse c'est L. Donc on va libérer l'espace mémoire avec free et puis on va retourner l'adresse mémoire du deuxième élément qu'on a déjà sauvegardé. D'accord? Donc là, c'est le traitement à faire si la liste n'est pas vide. Donc si la liste n'est pas vide, on va sauvegarder l'adresse du deuxième élément de la liste. On va libérer le premier élément et puis on va retourner l'adresse du deuxième élément de la liste. Sinon, donc si la liste
Donc le else de L différent de nul veut dire que L est égal à nul. Donc si la liste est vide. Donc si la liste est vide, on va retourner nul. C'est-à-dire on ne peut pas supprimer des éléments de cette liste. D'accord? Maintenant, le deuxième cas de la suppression d'un élément de la liste, c'est la suppression de l'élément qui se trouve à la fin de la liste. Donc supposons que j'ai la liste suivante qui contient les éléments 4, 7, 1 et 2. Donc pour supprimer le dernier élément, donc je vais supprimer l'élément qui contient la valeur 2. Et puis le suivant de l'élément qui contient la valeur 1 va être égal à nul, parce que celui-là va être le dernier de la liste. D'accord? Donc pour supprimer le dernier élément de la liste, je dois rechercher le dernier élément pour libérer son espace mémoire avec free, et puis reconnaître ou bien connaître l'avant-dernier élément de la liste et mettre dans son suivant la valeur nulle. Voilà les étapes qu'on va suivre pour supprimer l'élément qui se trouve en fin de liste. Alors si la liste est vide, donc s'il n'y a aucun élément dans la liste, je vais retourner nul. Si la liste contient un seul élément, donc je vais le libérer et on va retourner nul. Parce que le seul élément qui se trouve dans la liste, c'est lui le premier et le dernier, donc je vais le libérer et retourner nul. Parce que ma liste va être vide. Sinon, donc là j'ai traité le cas d'une liste vide, d'une liste qui contient un seul élément, et là le cas d'une liste qui contient au moins deux éléments. Donc si ma liste contient au moins deux éléments, je vais créer deux pointeurs. Le premier pointeur s'appelle tempd et le deuxième s'appelle temp.add. Donc pour le premier pointeur tempd, il va me permettre de sauvegarder l'adresse du dernier élément de la liste. C'est-à-dire pour dernier, tempd, ça veut dire temp dernier. Il va sauvegarder l'adresse du dernier élément de la liste. Et puis le deuxième pointeur, temp.add, ça veut dire temp avant-dernier, qui va sauvegarder l'adresse de l'avant-dernier élément de la liste. Donc le temp.add, c'est-à-dire l'avant-dernier élément, il va devenir le dernier élément de la liste. Donc si vous remarquez ici, celui-là c'est l'avant-dernier, maintenant il va devenir le dernier, c'est-à-dire son suivant va être égal à nul. Et puis pour le dernier, je vais libérer son espace mémoire. Donc je vais libérer le dernier élément tempd. Ok, je vais libérer l'espace mémoire de tempd, dernier. Et puis je vais retourner la liste après avoir supprimé le dernier élément de la liste. Donc voilà les étapes qu'on va faire. Donc on doit rechercher le dernier élément tempd et l'avant-dernier élément de la liste temp.add. Donc voilà temp.add, l'avant-dernier, et voilà tempd, c'est le dernier élément. Puis on va modifier l'adresse du suivant de temp.add. Voilà, le suivant de temp.add va être égal à nul. Et puis on va libérer tempd, c'est-à-dire celui-là, l'élément qui contient la valeur 2 va être libéré. D'accord? Donc pour supprimer l'élément qui se trouve à la fin de la liste, j'ai trois cas à traiter. Le premier cas, c'est si la liste est vide. Donc je ne peux pas faire de suppression, je vais retourner directement la valeur nulle. Deuxième cas, si la liste contient un seul élément, donc je vais le libérer et je vais retourner nul parce qu'après avoir supprimé cet élément-là, ma liste est vide. Donc le troisième cas, c'est le cas où ma liste contient au moins deux éléments. Si ma liste contient au moins deux éléments, je dois rechercher le dernier élément et l'avant-dernier élément. Parce que le dernier élément, je vais le libérer et l'avant-dernier élément, je vais mettre dans son suivant la valeur nulle parce qu'il va être le dernier de la liste. Voilà. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment pourrais-je retrouver le dernier et l'avant-dernier élément d'une liste? D'accord? Donc vous avez déjà compris que je dois absolument retrouver le tempd et temp.add. Mais comment? C'est-à-dire quel est le code que je vais utiliser pour retrouver ces deux variables, ou bien les valeurs de ces deux variables. Alors voilà ce que je vais faire.
je vais utiliser la variable temp@d et tempd. Donc, je vais initialiser cette variable à l'adresse du premier élément de la liste et tempd, je vais l'initialiser au deuxième élément de la liste. OK? Et je vais faire un test. Je vais utiliser une boucle. Comme ça, je vais à chaque fois déplacer le tempd et le tempAd jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la liste. La boucle que je vais utiliser est la suivante. Tant que tempd suivant est différent de nul, tant que tempd suivant, ce suivant de tempd, il est différent de nul, par exemple est égal à 1, il est différent de nul, je vais faire quoi? TempAd va être égal à tempd, tempAd va être égal à tempd, et tempd va être incrémenté. Tempd va être égal à tempd suivant. Donc je vais reprendre le même traitement jusqu'à ce que la condition soit fausse, c'est-à-dire tant que tempd suivant égale à nul. Si tempd suivant est égal à nul, je vais m'arrêter. Alors on arrête l'incrémentation de tempd lorsqu'on arrive à la fin de la liste. Je vais vous montrer ici un exemple d'exécution sur une liste. Alors au début, je vais initialiser tempAd au premier élément de la liste et tempd sur le deuxième élément de la liste. Alors je vais utiliser la boucle tant que tempd suivant différent de nul. Alors est-ce que tempd suivant différent de nul? Donc tempd suivant c'est quoi? C'est le 1. Est-ce que le 1 est différent de nul? Oui, il est différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans tempAd, mettre la valeur de tempd. Voilà, tempAd va être égal à tempd. Et puis, tempd va être égal à tempd suivant. Tempd va être incrémenté. Comme ça, vous allez voir que toujours le tempd, bien tempAd, il précède tempd d'une seule valeur ou bien d'un seul élément. Maintenant, on est dans cette situation, on va retourner à la boucle. Tant que tempd suivant est différent de nul. Est-ce que tempd suivant est différent de nul? Le 2, est-ce qu'il est différent de nul? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Donc tempAd va être égal à tempd, donc je vais déplacer tempAd ici, sur le 1. Et puis, tempd va être égal à tempd suivant. Donc il va être sur le 2. Encore une fois, je vais entrer dans la boucle. Est-ce que tempd suivant est différent de nul? Le suivant de 2, c'est nul. Donc là, la condition n'est pas vraie. Donc je vais sortir de la boucle. Et là, vous allez trouver que tempd, il pointe, ou bien il contient l'adresse du dernier élément de la liste, et tempAd contient l'adresse de l'avant-dernier élément de la liste. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaitait retrouver depuis le début. Alors, voilà la fonction de la suppression de l'élément qui se trouve en fin de liste. Voilà la liste L de type pointeur sur un élément. Et cette fonction va retourner la tête de la liste. Alors, je vais traiter les cas qu'on a cités tout à l'heure, le cas d'une liste vide, le cas d'une liste qui contient un seul élément et le cas d'une liste qui contient au moins deux éléments. Alors, nous allons commencer par le premier cas, c'est le cas d'une liste vide. Alors, une liste vide est reconnue par L égale à nul. Donc, si L est égal à nul, cela veut dire que la liste est vide et je vais retourner nul. Sinon, si la liste contient un seul élément, donc comment retrouver ou bien savoir si la liste contient un seul élément? Si le suivant du premier élément est égal à nul. Donc si le suivant du premier élément est égal à nul, ça veut dire que la liste est vide. Alors if L suivant est égal à nul, ça veut dire que la liste contient un seul élément, je vais libérer cet élément-là, le L, et je vais retourner nul. Troisième cas, c'est le cas d'une liste qui contient au moins deux éléments. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va créer deux pointeurs pour parcourir la liste et pour retrouver le dernier élément de la liste et l'avant-dernier élément de la liste. Voilà la déclaration des variables et leur initialisation. Donc, je vais déclarer tempAd de type pointeur sur un élément et je vais l'initialiser à l'adresse du premier élément de la liste. Et puis, le tempd dernier, lui aussi est de type pointeur sur un élément et il va contenir l'adresse du deuxième élément de la liste. Donc tempAd sur le premier et tempd sur le deuxième. Et puis je vais utiliser la boucle de tout à l'heure. Tant que tempd suivant est différent de nul,
Donc temp AD va être égal à temp D et temp D va être égal à temp D suivant. Donc à chaque fois, je vais faire un déplacement d'un seul élément, d'ici à là, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Donc je vais sortir de la boucle si le dernier temp D pointe sur le dernier élément et temp AD sur l'avant-dernier. Alors dans ce cas-là, il suffit de faire les changements sur les adresses de suivant. Donc là, je vais accéder au suivant de temp AD. Celui-là, c'est le temp AD. Je vais accéder à son suivant et je vais mettre la valeur nulle parce que celui-là, il va être le dernier de la liste. Et bien sûr, je vais libérer avec free la mémoire pour temp D. Donc temp D va être égal, je vais le libérer avec free. Et finalement, je vais retourner la liste, l'adresse de la liste, c'est-à-dire le premier élément de la liste. Donc, alors, pour supprimer le dernier élément de la liste, il y a 3 cas à traiter. Le premier, c'est si la liste est vide, je vais retourner nul. Deuxième cas, si la liste contient un seul élément, cet élément-là, je vais le libérer et retourner nul. Si la liste contient au moins 2 éléments, je vais utiliser 2 variables temp AD, temp D pour retrouver le dernier élément. Si je le retrouve, je vais le libérer. Et l'avant-dernier élément, je vais le retrouver pour mettre dans son suivant la valeur nulle. D'accord? Maintenant, nous allons passer à la fonction d'affichage ou bien la procédure d'affichage des éléments de la liste. Alors, si la liste n'est pas vide, on va parcourir les éléments du début jusqu'à la fin et on affiche les données. La fonction est tout à fait est très simple. Donc là, cela nous emmène vers une fonction qui s'appelle test, le test d'une liste vide. Alors, cette fonction va retourner 1 si la liste est vide, dans le cas favorable, et 0 sinon. Donc voilà la fonction liste vide qui demande en entrée la variable L de type pointeur sur un élément et il va retourner un entier. Donc une liste vide est déterminée par la valeur de L. Si la valeur de L est égale à nul, cela veut dire que la liste est vide et dans ce cas-là, je vais retourner 1, c'est-à-dire dans le cas favorable. Sinon, si la liste n'est pas vide, la fonction va retourner 0. Ou bien, je peux réécrire la même fonction en condensé, comme on l'a vu déjà dans, dans le chapitre des piles et des fils. On peut retourner le résultat de la comparaison entre la valeur de L et nul. Dans le cas favorable, s'ils sont égaux, la fonction va retourner 1. Si L et nul sont différents, le cas défavorable, la fonction va retourner 0. Alors voilà l'affichage des éléments de la liste, les étapes à suivre. Alors si la liste est vide, on affiche un message qui dit que la liste est vide. Sinon, on va déclarer un pointeur temporaire pour parcourir la liste du début jusqu'à la fin et on va afficher toutes les valeurs que contient notre liste. Donc là, on va rechercher la fin de la liste, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Voilà la variable temp qu'on va déclarer et qu'on va initialiser à l'adresse du premier élément de la liste. Alors tant que temp est différent de nul, celui-là il est différent de nul, donc je vais afficher sa valeur et je vais l'incrémenter. Celui-là il est différent de nul, je vais afficher sa valeur et l'incrémenter. Celui-là, le 1, il est différent de nul, je vais afficher sa valeur et l'incrémenter ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la liste. Alors voilà la procédure de l'affichage. La procédure s'appelle afficher qui demande en entrée la variable L de type pointeur sur un élément. Donc c'est une procédure qui ne retourne rien, elle fait uniquement l'affichage. Alors if liste vide de L. Donc celle-là veut dire liste vide de L est différent de 0. Différent de 0 ou bien égal à 1. Donc if liste vide de L égale à 1, donc ça veut dire que la liste est vide. Regardez, la fonction retourne 1 si L est égal à nul. OK? Donc si la liste est vide, je vais afficher un message qui dit que la liste est vide. Sinon, donc si la liste vide, la valeur de retour de liste vide est différent de 1, c'est-à-dire égal à 0, dans ce cas-là, la liste n'est pas vide. Et là, je vais déclarer un pointeur temporaire que je vais initialiser à l'adresse du premier élément de la liste,
c'est-à-dire il va commencer la recherche depuis le début jusqu'à la fin. Et puis je vais utiliser une boucle tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la liste ou bien à la fin de la liste. Alors tant que temp est différent de nul, tant que le temporaire n'est pas arrivé à la fin, je vais afficher la valeur de temp et je vais incrémenter temp. Ok. Tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, je vais afficher la valeur de temp et je vais incrémenter temp. Donc je vais sortir de la boucle quand, quand le temp est égal à nul, c'est-à-dire je vais arriver ici. Lorsque le temp est égal à nul, je vais arrêter de faire l'affichage ou bien de faire l'incrémentation de la boucle. Voilà, donc la fonction elle est très simple. Pour afficher les éléments d'une liste simplement chaînée, je vais utiliser une variable temporaire que je vais initialiser à l'adresse du premier élément de la liste. Et tant que temp est différent de nul, je vais afficher la valeur et l'incrémenter. Afficher la valeur et incrémenter jusqu'à ce que j'arrive à afficher tous les éléments de la liste. Maintenant, on est arrivé à la fonction de recherche d'un élément dans une liste. Pour rechercher un élément dans une liste, on va utiliser un pointeur temporaire. Donc, on l'a déjà fait cette partie de recherche tout à l'heure dans les fonctions de suppression et d'affichage. Donc, on va utiliser un pointeur temporaire temp qui va nous permettre de parcourir la liste. Et puis, on va comparer les valeurs des éléments de la liste avec la valeur recherchée. Voilà un exemple. Je vais utiliser le pointeur temporaire. Je vais l'initialiser à l'adresse du premier élément de la liste, c'est-à-dire sur le 4. Je vais accéder à la valeur de temp qui est égale à 4 et je vais la comparer avec x, la valeur recherchée. Donc ils sont différents. Donc je vais incrémenter temp. Je vais lire le 7. Le 7, le comparer avec le 2. Ils sont différents. Puis je vais incrémenter temp. Il est égal à, donc la valeur de temp est égale à 1. Je vais la comparer à 2. Ils sont différents. Je vais incrémenter. Donc 2, il est égal à 2. Donc la valeur que je recherche existe dans la liste. Alors, on peut rechercher une valeur dans une liste de deux manières. Donc là, il y a deux façons pour écrire la fonction de recherche. La première, c'est écrire une fonction qui va retourner l'adresse du premier élément trouvé s'il existe et nul sinon. C'est-à-dire cette fonction, elle va retourner l'adresse mémoire de l'élément que je vais rechercher s'il existe. Par exemple, je vais rechercher le 2. Le 2 existe dans le dernier élément. Donc, dans cette première partie, la fonction va retourner l'adresse mémoire de cet élément-là. Ok. Bien sûr, puisqu'il existe, donc sa valeur elle est différente de nul. Et cette fonction-là va retourner nul si la valeur n'existe pas. La deuxième façon de traiter la fonction de recherche d'une valeur dans une liste, c'est écrire une procédure. Cette procédure-là, elle va afficher un message pour indiquer le résultat de la recherche. Par exemple, si je trouve la valeur, je vais afficher un message qui dit que l'élément recherché existe dans la liste. Sinon, si la valeur que je recherche n'existe pas dans la liste, je vais afficher un message élément inexistant. Donc, pour faire la recherche, j'ai le choix entre deux façons de faire. Soit écrire une fonction qui va retourner l'adresse mémoire de l'élément que je recherche, s'il existe, et nul sinon. La deuxième façon, c'est afficher un message. C'est uniquement dire à l'utilisateur il existe ou bien il n'existe pas. Donc voilà la première fonction qui permet de retourner l'adresse de l'élément recherché. La fonction s'appelle rechercher élément 1. C'est la première fonction de recherche qui demande en entrée la variable L, c'est l'adresse du premier élément de la liste, et puis la valeur N, c'est la valeur recherchée que je recherche dans la liste. Et puis, cette fonction va retourner une variable de type pointeur sur un élément, c'est l'adresse mémoire de l'élément recherché s'il existe, et nul sinon. Ça, c'est le premier cas. Je vais toujours retourner une adresse mémoire. Alors, je vais déclarer une variable temporaire, temp, de type pointeur sur un élément, et je vais l'initialiser au premier élément de la liste. Ok, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais l'initialiser au premier élément de la liste.
Et puis, je vais utiliser une boucle pour parcourir tous les éléments, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la liste, tant que temp est différent de nul, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste. Alors, tant que temp est différent de nul, je vais accéder à la valeur de temp et la comparer avec n. Voilà, if temp val est égal à n. N, ça veut dire la valeur que je recherche. Alors, si la valeur de temp est égale à n, ça veut dire que la valeur que je recherche existe dans le tableau. Et là, je vais retourner son adresse mémoire. Je vais retourner temp, parce que temp, c'est l'adresse de l'élément qui contient la valeur n. Si la valeur de temp est différente de n, je vais faire quoi? Je vais incrémenter temp pour entrer encore une fois, ou bien pour passer à l'élément suivant dans la liste. D'accord? Donc tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, je vais prendre par exemple temp, la valeur du premier élément. S'il est égal à nul, pardon, il est égal à n, je vais retourner l'adresse de temp. Sinon, je vais passer à l'élément suivant, c'est-à-dire temp, je vais l'incrémenter. OK? Jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la liste. Alors là, supposons que je suis arrivé à la fin de la liste et je n'ai pas trouvé l'élément recherché. Parce que si je trouve l'élément recherché, je vais le retourner. Je vais immédiatement sortir de la fonction. Donc si par hasard je suis arrivé ici, c'est-à-dire je suis sorti de la boucle, je suis là, ça veut dire que je n'ai pas trouvé la valeur n dans la liste. Alors si la liste ne contient pas la valeur n recherchée, il suffit de retourner nul. Ce qui veut dire que n n'existe pas dans la liste. D'accord? Donc si n existe dans la liste, je vais retourner l'adresse mémoire de l'élément qui contient cette valeur. Sinon, s'il n'existe pas dans la liste, je vais, après avoir sorti de la boucle while, c'est-à-dire après avoir arrivé à la fin de la liste, je vais retourner la valeur nulle ou bien l'adresse nulle qui veut dire que n n'existe pas dans la liste chaînée. Maintenant, nous allons réécrire cette fonction avec un message. C'est-à-dire, au lieu de retourner l'adresse mémoire, je vais maintenant retourner je vais retourner un message. Alors, la fonction s'appelle rechercher élément 2. Donc là, c'est la différence entre le numéro. Tout à l'heure, j'ai utilisé le numéro 1, maintenant c'est le numéro 2. Alors, je vais avoir en paramètre d'entrée la variable L, c'est l'adresse du premier élément de la liste, et puis N, la valeur que je vais rechercher dans la liste. Celle-là, c'est une procédure parce qu'elle ne va rien retourner et elle va uniquement afficher un message si la valeur existe ou bien la valeur n'existe pas. Alors, comme tout à l'heure, je vais déclarer la variable temp de type pointeur sur un élément et je vais l'initialiser à l'adresse du premier élément de la liste. Comme ça, je vais commencer la recherche de la valeur n depuis le début de la liste. Alors, tant que temp est différent de nul, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, je vais faire la comparaison entre la valeur de temp et la valeur de n. S'ils sont égaux, je vais faire quoi? Je vais afficher un message pour dire que la valeur recherchée existe et je vais sortir. OK? Sinon, donc si la valeur de temp est différente de n, je vais utiliser, c'est-à-dire je vais faire l'incrémentation de temp. C'est-à-dire je vais passer à l'élément suivant de la liste. Donc là, il y a quelques-uns qui vont se poser la question pourquoi je vais utiliser retourner ici. Donc il est nécessaire d'utiliser retourner parce que si je ne l'utilise pas, même si j'ai trouvé la valeur recherchée, la fonction va continuer dire la boucle va continuer à faire ses traitements tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste. D'accord? Donc là, mon objectif, c'est de trouver la première occurrence de n dans la liste et puis sortir. Donc pour sortir, je vais utiliser retourner après avoir trouvé la valeur recherchée. D'accord? Finalement, donc si je suis arrivé ici, c'est-à-dire je suis sorti de la boucle while, ça veut dire que j'ai recherché la valeur n dans la liste et je ne l'ai pas trouvée. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est afficher un message pour aviser l'utilisateur que la valeur n n'existe pas dans la liste. Donc là, vous allez trouver que le code il est presque pareil, sauf il y a quelques modifications à ce niveau-là. Donc là, j'ai retourné l'adresse de temp. Ici, j'ai fait l'affichage et j'ai sorti. OK? Et là aussi, il y a un changement. Au lieu de retourner nul, ici, je vais afficher un message pour dire que la valeur n n'existe pas. OK? Donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez soit
utiliser la fonction qui retourne l'adresse mémoire de l'élément qui existe et nul sinon, ou bien afficher un message pour aviser l'utilisateur si la valeur existe ou bien elle n'existe pas. Voilà un exercice dans lequel je vous demande de compter le nombre d'occurrences d'une valeur dans une liste. Le nombre d'occurrences, ça veut dire savoir combien de fois une valeur, par exemple n, se répète dans une liste. OK? Alors là, on peut utiliser la fonction précédente pour rechercher un élément. La fonction, celle-là. On peut utiliser la fonction de recherche d'un élément 1 pour compter le nombre d'occurrences de la valeur n dans une liste. On recherche une première occurrence et si on la trouve, alors on continue la recherche à partir de l'élément suivant. Et ce, tant qu'il reste des occurrences de la valeur recherchée. Donc là, on peut utiliser cette fonction de recherche 1 pour calculer combien de fois la valeur n se trouve dans la liste. Donc si on va trouver la valeur n, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter un compteur qu'on a déjà initialisé à 0. À chaque fois qu'on va trouver une valeur qui est égale à n, on va incrémenter le compteur. Et puis on va continuer la recherche à partir de l'élément suivant. C'est-à-dire par exemple on est ici sur temp, on va continuer la recherche avec temp suivant. Sinon si on reprend la même recherche depuis temp, on va tomber sur la même valeur plusieurs fois. OK? Donc après avoir trouvé une valeur, on va continuer la recherche à partir de l'élément suivant. Il y a aussi une remarque, il est aussi possible d'écrire une fonction qui n'utilise pas la fonction de recherche d'une valeur précédente. Et ce, en parcourant la liste avec un compteur que l'on incrémente à chaque fois que l'on passe sur un élément ayant la valeur recherchée. Donc cette partie-là, elle est plutôt facile. C'est-à-dire on va utiliser un compteur, on va rechercher les éléments de la liste depuis le début jusqu'à la fin. Si on trouve une valeur qui est égale à n, on va incrémenter le compteur et puis continuer la recherche. Mais notre objectif, apprendre comment réutiliser les fonctions au langage C, il est préférable de réutiliser la fonction de recherche d'un élément. C'est-à-dire on va rechercher un élément, si on le trouve, on va incrémenter le compteur et on va continuer la recherche à partir de l'élément suivant. Donc voilà la solution de la fonction qui permet de calculer le nombre d'occurrences d'une valeur n. Voilà, la fonction s'appelle nombre occurrence qui demande en entrée l'adresse du premier élément de la liste et puis la valeur n que je vais rechercher dans la liste. Et cette fonction retourne en un entier pardon, qui est le nombre d'éléments qui se trouvent, le nombre d'occurrences de n dans la liste. C'est-à-dire combien de fois j'ai rencontré par exemple la valeur 2 dans la liste. Au début, je vais déclarer un compteur, le i, que je vais initialiser à 0. Au début, je vais faire un test. Donc, si la liste est vide, donc il n'y a aucune occurrence de n dans la liste. Alors, if l est égal à nul, je vais retourner 0 parce que ma liste est vide et elle ne contient aucune occurrence de n. Sinon, tant qu'il y a encore un élément ayant la valeur n, valeur égale à n, donc là, je vais utiliser une boucle tant que while L égale rechercher élément 1, L, virgule, N. Donc là, j'ai mis les deux entre parenthèses. OK? Donc, je vais rechercher la valeur N dans L et je vais mettre le résultat dans L. C'est-à-dire que je vais écraser l'adresse du premier élément de la liste. OK? Donc, si je trouve un élément qui est égal à N, donc je vais faire quoi? Je vais mettre dans L l'adresse de cet élément-là. OK? Et puis je vais voir la valeur de L. Est-ce qu'elle est différente de nul? Parce que si la fonction rechercher élément 1, elle retourne la valeur nulle si la valeur n n'existe pas, et elle retourne une valeur différente de nul si n pardon, existe dans la liste. Alors là, après avoir effectué la recherche, je vais mettre le résultat de la recherche dans la variable L. S'il est différent de nul, ça veut dire que j'ai trouvé une occurrence de n. Et dans ce cas-là, je vais incrémenter le L, c'est-à-dire je vais continuer la recherche à partir de l'élément suivant, et je vais incrémenter le compteur i, qui compte combien d'éléments
bien combien de fois je vais rencontrer la valeur n dans la liste. Donc je vais reprendre cette partie, la boucle while. Donc je vais utiliser la fonction rechercher élément 1 qui demande en entrée la variable ou bien l'adresse du premier élément de la liste ainsi que la variable que je souhaite rechercher. Alors, je vais mettre le résultat de la recherche dans la variable L. Si L est différent de nul, cela veut dire que n existe dans la liste. D'accord? Parce que la fonction rechercher élément 1 retourne nul si n n'existe pas. Et si elle existe, elle va retourner une valeur différente de nul. Donc si la valeur est différente de nul, ça veut dire que j'ai trouvé une première occurrence et je vais incrémenter le L. C'est-à-dire je vais continuer la recherche à partir de l'élément suivant. Parce que si je ne fais pas l'incrémentation, c'est comme si je vais rester sur le même élément que j'ai trouvé. Je vais reprendre la recherche à partir du même élément. Et comme ça, je ne vais pas sortir de la fonction. Ça va, je vais avoir une boucle infinie. Donc là, je suis obligée d'incrémenter le L pour poursuivre la recherche à partir de l'élément suivant. Alors, si la valeur de retour est différente de nul, cela veut dire que j'ai trouvé une occurrence de la valeur n. Dans ce cas-là, je vais incrémenter le pointeur de L, c'est-à-dire je vais passer à l'élément suivant et je vais incrémenter le i, le pointeur ou bien le compteur i. D'accord? Donc je vais boucler, je vais utiliser cette boucle plusieurs fois et je vais sortir si L est égal à nul. Et ça veut dire quoi? L égale à nul, ça veut dire que je suis arrivée à la fin de la liste. Ok? Donc je vais sortir de la boucle si j'arrive à la fin de la liste. Donc si j'arrive à la fin de la liste, ça veut dire que j'ai compté combien d'éléments se trouvent dans cette liste et je vais retourner la valeur de i. D'accord? Donc je vais reprendre. Donc cette fonction, elle permet de retourner le nombre d'occurrences de la valeur n dans la liste L. Je vais utiliser un compteur i qui va compter combien de fois la valeur n se trouve dans la liste. Je vais traiter le premier cas, si la liste est vide, je vais retourner 0. Sinon, si la liste n'est pas vide, je vais utiliser la fonction rechercher élément qui va rechercher la valeur n dans la liste L et elle va mettre le résultat dans la variable L. Si le résultat est différent de nul, ça veut dire que j'ai trouvé une occurrence de la valeur. Dans ce cas-là, je vais incrémenter le L pour aller à l'élément suivant et je vais incrémenter le compteur par 1. Et je vais continuer le traitement. Donc l'incrémentation, il est vraiment nécessaire. Si j'oublie, je ne le fais pas. Le problème, c'est que je vais rester, ou bien je vais avoir une boucle infinie et je vais euh, travailler sur le même élément. C'est-à-dire l'élément que j'ai trouvé, la valeur 2 que j'ai trouvé, je vais rester sur le même élément, je vais boucler à l'infini. Donc il est nécessaire d'incrémenter le L. D'accord? Donc après avoir à la fin, si j'arrive à la fin de la liste, donc la valeur de L va être égale à nul. Dans ce cas-là, je vais sortir de la boucle et je vais retourner l'indice i qui veut dire, ou bien qui a calculé le nombre de fois, euh, combien de fois la valeur n se trouve dans la liste. Donc là, à titre de récapitulation, je vais vous donner certains éléments de comparaison entre le traitement des éléments avec les tableaux et avec les listes. Donc, pour les tableaux, on a une taille qui est connue. Pour les listes, la taille, elle est inconnue au début, parce qu'à chaque fois qu'on souhaite ajouter un élément, on va lui allouer la mémoire. Et si on souhaite supprimer, on va désallouer la mémoire. Donc, la taille, elle est flexible et elle change en fonction des opérations réalisées sur la liste. L'adressage, il est connu, c'est-à-dire lorsque je vais allouer la mémoire pour le tableau, je connais l'adresse du tableau. Par contre, avec les listes chaînées, l'adresse n'est pas connue au début. À chaque fois que je vais avoir besoin d'un élément, je vais lui allouer un espace mémoire nouveau. Aussi, en ce qui concerne le stockage, donc les éléments d'un tableau sont stockés l'un à côté de l'autre de manière contiguë. Par contre, sur une liste chaînée, les éléments sont éparpillés ou bien ils sont dispersés
D'ailleurs, c'est le compilateur qui va retrouver un espace mémoire libre et il va l'affecter à l'élément qu'on souhaite créer. Ensuite, la taille des éléments est connue. Donc chaque élément, il a une taille précise. Là aussi, avec les listes chaînées, la taille des éléments, elle est connue du moment qu'on va déclarer une structure. Donc la taille d'une structure est fixe. Aussi, avec les tableaux, on peut atteindre directement la case I, c'est-à-dire l'accès, il est direct. On peut aller directement à une position I. Mais avec les listes chaînées, il est impossible d'accéder directement à l'élément I. Comme on l'a dit tout à l'heure, au début du chapitre, on a dit que les listes chaînées est une structure de données à accès indirect, c'est-à-dire je ne peux pas accéder directement à l'élément I, mais je dois lire la liste depuis le début, deuxième, troisième, jusqu'à ce que j'arrive à l'élément que je souhaite traiter. Ensuite, pour déclarer un tableau, il faut connaître sa taille au début. Voilà. Et avec les listes chaînées, pour déclarer une liste chaînée, on va créer un pointeur qui va pointer sur le premier élément. C'est suffisant. Et à chaque fois qu'on souhaite ajouter un nouvel élément, on va lui allouer la mémoire. Si on souhaite supprimer, on va désallouer la mémoire. Ensuite, le dernier point qui concerne la comparaison entre les tableaux et les listes chaînées, c'est les opérations de mise à jour. Alors pour supprimer ou bien ajouter un élément, on fait des décalages de certaines valeurs ou bien on va créer un nouveau tableau si l'espace est insuffisant dans le tableau. Avec les listes chaînées, on peut ajouter ou bien supprimer, intervertir, c'est-à-dire échanger un élément par un autre d'une liste chaînée sans avoir à recréer la liste. C'est-à-dire on peut uniquement manipuler les pointeurs et on peut faire des opérations d'ajout, de suppression ou bien d'échange de valeurs dans un tableau, pardon, dans une liste chaînée. Alors je vous remercie pour votre attention et c'est ainsi que prend fin notre chapitre 8. Donc j'espère que c'était clair et je vous souhaite bon courage pour la suite.